fonctionne. Bonjour à tous. On va commencer, on est pile à l'heure. Donc moi je me présente très rapidement, je suis Marion Savoie et je suis là pour coordonner et animer cette table ronde sur la valorisation énergétique des déchets. Aujourd'hui ça résonne pas un peu, non ça va ? Ça, parfait. Sur des cas concrets et les innovations qui peuvent en découler. Aujourd'hui, cette valorisation énergétique des déchets, c'est un levier important dans la transition énergétique. Ça mobilise différentes sources d'énergie alternatives. Et pour en parler aujourd'hui, on a différents invités. On a Laurent Rivollet qui est chargé de développement gaz chez GRDF. Oui, bonjour. Voilà. Donc GRDF, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz. Voilà. On a Nicolas Brésia qui est cofondateur et directeur général de la société Sublime, la start-up même Sublime Énergie. Bonjour à tous. Amer Chama, bonjour. Qui est responsable R&D pour le laboratoire InnoLab. C'est un laboratoire et une plateforme de recherche privée. Voilà. Et Vincent Chevalier de Veolia, et vous êtes directeur du marché valorisation énergie. Tout à fait. Je ne me trompe pas. Bon. Alors, tout d'abord, je me tourne vers vous, Vincent. En quoi consiste la valorisation énergétique des déchets ? Est-ce que vous pouvez déjà nous poser le tableau et nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, il ne vous a pas échappé que notre mode de vie produit beaucoup de déchets. Et si nos déchets avaient une deuxième vie finalement et avaient de la valeur. Et notre mission à nous, c'est effectivement de rendre les projets d'économie circulaire concrets en transformant ces déchets en ressources énergétiques. Donc on est en train de parler de projets de territoire qui vont transformer les déchets, entre autres, en énergie, des énergies bas carbone, tout type d'énergie, au service de la résilience du territoire. On est vraiment sur des projets locaux. Quand je dis tout type d'énergie, ça va être de l'électricité, de la chaleur, du gaz et de l'hydrogène pour les projets les plus innovants. Donc du gaz, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en capacité de produire localement une partie de notre gaz qui n'a plus besoin de venir de Russie. Quel type de déchets ? On est en train de parler de déchets qui peuvent à la fois être recyclables, donc des déchets de matières organiques comme les déchets de grande surface, des déchets d'industrie agroalimentaire, vos poubelles. Tout ça, tout ce vocable-là se recouvre sous ce qu'on appelle des biodéchets. Les eaux usées aussi que vous rejetez, soit dont on va valoriser la chaleur directement, ou dont on va valoriser le déchet ultime du traitement des eaux usées. Voilà, donc toute cette partie-là recouvre la partie des déchets qui sont aujourd'hui valorisés sous forme d'énergie, quelle que soit la forme d'énergie. Les déchets qui ne sont pas recyclables, on va aller les brûler dans des incinérateurs pour les valoriser, eux, sous forme de chaleur, par exemple, ou sous forme de combustible solide de récupération. La méthanisation, c'est aussi un des procédés. En quoi ça consiste exactement ? Donc là, la méthanisation, c'est un procédé qui va être utile pour les énergies, les déchets qui, eux, sont recyclables. Alors la méthanisation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est très simple. Vous la pratiquez tous les jours. À quoi ça correspond ? Quand vous mangez, vous digérez, votre estomac est chauffé à 37 degrés et vous produisez des gaz et des résidus solides et gazeux. La méthanisation, qu'est-ce que c'est ? C'est la même chose dans un process industriel où on va mettre une grande, on va dire, cocotte minute chauffée à 37 degrés pour produire des gaz et des résidus solides et liquides. Et donc tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Le gaz, on va pouvoir le valoriser soit directement sous forme gazeuse, soit sous forme chaleur, soit en le transformant en électricité. Et on va dire les résidus solides et liquides, qu'on appelle aussi des digestats, eux vont se retrouver dans les champs. Dans les champs, donc, quelque part, indirectement dans votre assiette. Et donc, si vous avez bien compris le processus, ce qui rentre dans le digesteur, globalement, c'est ce qui va se retrouver dans votre assiette. Et donc, c'est important que ce qui rentre soit de qualité suffisante pour pouvoir faire que, in fine, ce qui est quand même dans votre assiette soit aussi acceptable. Voilà. Et donc, au-delà de la production d'énergie, un de nos métiers, c'est de produire ce qu'on appelle des soupes. Voilà, c'est vraiment comme ça, c'est le mot, des soupes. Des soupes premium qui vont avoir à la fois une qualité, on va dire, matière suffisante
pour que les agriculteurs acceptent ces produits-là in fine. Et sans eux, rien n'est possible. Et une performance énergétique excellente qui va nous permettre de produire le plus d'énergie à chaque fois qu'on met une tonne dans ces ouvrages industriels. Donc ces gaz issus de la méthanisation, c'est le biogaz. C'est du biogaz. Et le biogaz, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est deux gaz. C'est un gaz qu'on appelle le CO2, le dioxyde de carbone, et un autre qu'on appelle le méthane, le CH4. Voilà, qu'on arrive à valoriser soit directement, après quelques étapes de process de séparation de gaz, directement dans le réseau de gaz de GRDF ou de GRT, dans le réseau de gaz qui est existant, et le CO2 aujourd'hui qui peut être valorisé aussi de différentes manières ou envoyé aux petits oiseaux. C'est là où c'est intéressant d'avoir des réflexions jusqu'au bout pour faire de l'écologie industrielle et ne pas reproduire les modèles sur lesquels on a tous envie de changer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2 qui sont aussi des questions additionnelles qu'on pourrait avoir. Vous avez parlé du digestat, donc de cette matière qui sort du digesteur, du méthaniseur. Je me tourne vers vous, Amr Chama. Quelle est la matière organique la plus valorisable et, on va dire, la meilleure possible pour déployer une nouvelle énergie ? Normalement, lorsqu'on parle de la méthanisation, on parle toujours d'une recette. Comme on a dit, il faut préparer la meilleure recette. Donc on ne peut pas parler par exemple d'un seul substrat ou d'une seule matière organique. C'est vraiment un bilan, une recette qu'on prépare avec le porteur de projet. Normalement, on peut préparer cette recette lors de l'étude de faisabilité pour qu'on prenne en compte par exemple la composition de chaque substrat, de chaque matière. Si on veut par exemple, l'objectif c'est de produire un meilleur digestat avec le meilleur bilan agronomique par exemple pour l'épandage de ce digestat. Aussi, donc, il faut prendre en compte le potentiel méthanogène ou le potentiel de production de biogaz par matière afin aussi de remplir les objectifs énergétiques. Donc, normalement, si je veux par exemple nommer des matières, il faut qu'on parle chimiquement et au niveau des caractéristiques biophysico-chimiques. Donc, il faut parler de protéines, des fibres et tout ça. Donc il y a tout ce qu'il faut, par exemple, il y a des produits variés qui viennent des industries agroalimentaires. Il y a aussi des produits d'origine animale, par exemple, qui peuvent être traités selon les 6 CPE des sites de méta. Au niveau méthanisation agricole, maintenant, il y a tout ce qui est les cives ou les CIMS. Les cives, c'est les cultures intermédiaires en vocation énergétique qui se développent énormément en relation avec le retour au sol du digestat qui sera à épandre, par exemple. Donc un fertilisant. En tant que fertilisant. Normalement, qu'est-ce qu'on cherche dans le digestat ? On cherche des oligoéléments, principalement. On cherche aussi donc, tout ce qui est l'azote, le phosphore, et aussi le potassium, le MPK, normalement ce paramètre de l'épandage qui intéresse les agriculteurs pour produire après, comment on peut dire, intelligemment et en respectant aussi le retour au sol du digestat de méthanisation. Donc en fait, c'est un petit peu comme le corps humain, il faut différentes matières, des fibres, vous parliez tout à l'heure, des protéines, pour qu'on ait le meilleur digestat possible. Exactement. Normalement, lorsqu'on établit par exemple la recette ou l'ordonnance, comme il y a des gens qui disent par exemple qu'on est des médecins, il faut qu'on réfléchisse sur le taux d'humidité, la quantité d'eau qui rentre, la matière organique pure qui rentre, et après on caractérise cette matière organique avec des carbohydrates, l'azote aussi, on caractérise le source de l'azote dans les matières, les protéines, et ainsi de suite aussi les oligoéléments ou les vitamines par exemple, il y a des gens qui l'appellent ça comme ça, afin d'avoir une recette équilibrée pour la biologie et pour que ça fonctionne, pour qu'un site de méta fonctionne proprement parlant au niveau biologique. Oui, on n'arrive pas comme ça avec ses déchets et on pose tout comme... Exactement, il faut bien réfléchir la recette sur l'origine des matières aussi et l'objectif de chaque site qui diffère d'une site à l'autre. On a parlé du biogaz tout à l'heure, donc il y a le digestat et le biogaz. Je me tourne vers vous, Laurent Rivollet. Pour le biogaz, comment il peut être valorisé, dans quels usages, comment c'est utilisé ?
Alors le gros avantage du biogaz, enfin comme on a vu, il y a plusieurs voies de valorisation, cogénération ou brûler directement. Mais une fois épuré, comme l'a évoqué Vincent, c'est du méthane. Et du méthane, c'est du gaz naturel. C'est-à-dire que la principale composition du gaz naturel, c'est du méthane. Donc on se retrouve à pouvoir injecter ce gaz dans les réseaux en substitution du gaz importé. Bon, alors, vu l'actualité, on voit que c'est d'autant plus crucial. Hein, et si je vous rappelle les chiffres, actuellement, on importe en France 17% de gaz russe. On pense que, il y a des études qui démontrent que c'est tout à fait faisable d'arriver à 20% de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz d'ici 2030. Donc on voit que c'est une façon de substituer cette énergie fossile avec une énergie renouvelable. Et en plus, je vais juste refaire un petit laïus sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est aussi intéressant avec la méthanisation, c'est qu'on a la double valorisation. À la fois, on valorise une énergie, on produit une énergie, mais aussi on valorise la matière. Nous, on accompagne des porteurs de projets, des agriculteurs, qui ont des vraies réflexions pour développer des projets de méthanisation. Alors, c'est sûr que la vente de biométhane les intéresse, parce que ça leur amène des revenus, mais ils voient aussi l'opportunité d'avoir un digestat. Et ce digestat, en fait, l'azote étant minéralisé, il va venir en substitution d'engrais. Donc du coup, ça réduit la dépendance de ces agriculteurs vis-à-vis de leur achat d'engrais. Et en plus, selon les gisements qu'ils ont mis dedans, il peut même être compatible avec l'agriculture biologique. Donc on a un vrai levier. C'est-à-dire que nous, beaucoup d'agriculteurs qui vont sur cette réflexion-là, ils vont aussi pour ce volet retour au sol. Comment je peux réduire ma dépendance énergétique. Et alors, juste aussi, il y a un truc que je trouve très intéressant. Alors, c'est dans la mouvance des scénarios négawatts. Il y a un scénario spécifique sur l'agriculture, ça s'appelle le scénario After 2050. Et ce scénario After 2050, il prévoit que pour que l'agriculture réussisse sa transition écologique, d'ici 2050, chaque agriculteur devra être connecté à une unité de méthanisation, ou individuelle ou collective, parce que c'est une façon pour lui de traiter ses effluents, donc de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et aussi d'avoir un digestat qui va venir en substitution des engrais chimiques, donc aussi d'augmenter, de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien que la méthanisation, si on la prend que sur le volet énergétique, c'est très réducteur. Il faut la voir de manière générale. Bon, maintenant sur le volet énergétique, si on va sur le volet énergétique qui est mon sujet, à partir du moment où il est injecté dans le gaz naturel, dans le réseau de gaz, il peut être utilisé pour tous les usages du gaz, c'est-à-dire principalement du chauffage de bâtiments, mais aussi de la mobilité, avec le développement du GNV. Et on voit de plus en plus, je le trouve, d'initiatives assez intéressantes sur l'économie circulaire, des bâtiments qui sont chauffés avec du gaz vert. C'est-à-dire que là, il y a une vraie volonté des propriétaires de ces bâtiments d'acheter du biométhane. Par exemple, ça a été le cas sur la ville de Lyon, où ils ont fait le choix de sourcer de 25% de biométhane sur leur chauffage de bâtiments, avec notamment une partie de ce biométhane qui est produit dans l'Ain, donc juste à côté. Donc on voit la campagne qui amène l'énergie au cœur de la ville. Pareil sur la métropole de Lyon, la station d'épuration de la Fessine épure son biométhane, et ce biométhane sert à alimenter les bennes à ordures, une partie des bennes à ordures de la métropole de Lyon. Donc on voit qu'on est au cœur de l'économie circulaire. Il y a des bailleurs sociaux aussi qui font le choix de dire voilà, on va amener de l'énergie renouvelable pour chauffer nos bâtiments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise les infrastructures existantes. Le réseau de gaz, il est existant. On va injecter du gaz du gaz renouvelable, et ça permet de distribuer d'une énergie renouvelable à tout le monde. Donc les habitants au sein d'un périmètre peuvent aussi être acteurs et arriver avec leurs déchets pour fabriquer du biogaz et utiliser ce biogaz pour chauffer leurs bâtiments. Alors ça, c'est la prochaine révolution, mais qui est un peu en marche déjà. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de collectivités qui se saisissent du sujet, qui mettent en place de la collecte sélective sur leur périmètre. Par exemple, il y a toutes les communes du sud
du département du Rhône, qui sont dans le périmètre d'un syndicat de traitement qui s'appelle le CITOM Sud-Rhône, donc Brignais, Chaponneau, etc. Ils mettent en place des points d'apport volontaires, ils collectent les déchets sur les cantines. Donc les particuliers peuvent amener leurs biodéchets dans ces points d'apport volontaires, ils collectent les déchets sur les cantines, et ces déchets sont après déconditionnés. Donc c'est ce que évoquait Vincent de Veolia, c'est-à-dire que le but, c'est d'enlever le risque d'indésirable, c'est-à-dire le pot de yaourt qui a été oublié, ou, voilà, pour avoir une soupe. Et cette soupe, ensuite, elle est méthanisée et elle produit du biométhane. Donc on voit que on est au cœur de l'économie circulaire. Il y a de plus en plus de collectivités qui se saisissent de ce sujet et qui mettent en place une collecte séparée des biodéchets. Amchama, quels sont les risques est-ce qu'il y a des risques dans une unité de méthanisation en termes de production ? Si on parle des risques au niveau des sites de méthanisation, donc on peut résumer les risques en deux parties principalement. Donc tout ce qui est lié avec le biogaz, normalement aussi avec les zones latex principalement, donc il y a un risque d'explosion si par exemple il y a des failles dans l'exploitation du site. Et après aussi il y a les détections de fuite qui peuvent aider par exemple à minimiser ces risques. Normalement nous aussi on propose lors du suivi hebdomadaire ou même mensuel aux équipes des exploitations de faire aussi une audit de temps en temps pour de faire des détections de fuite de gaz avec des caméras thermiques. Après, il y a aussi l'autre partie, c'est lié avec le digestat. On dit digestat, donc il y a toujours avec les substrats ou avec les matières organiques qui rentrent selon leur origine, il y a les pathogènes, il y a des risques pathogènes. Et normalement, ça s'est contrôlé avec l'agrément sanitaire des sites de méta qui règle la qualité et aussi au niveau de tout ce qui est Escherichia coli et salmonelle. Il y a les seuils à respecter selon ces agréments sanitaires avant l'épandage. Donc normalement, il y a des risques, mais il y a les contrôles qui vont avec pour minimiser les risques au maximum. Comme pour le gaz naturel, le biogaz, c'est la même chose. Exactement. En fait. Et en termes de transport, Laurent Rivollet, est-ce que... vous vous occupez de la distribution, mais est-ce qu'en termes de transport, il y a des risques ou c'est la même chose que sur le gaz naturel ? C'est exactement, c'est la même chose que le gaz naturel, donc il n'y a pas de risque plus important. Et encore une fois, je pense que c'est sur le transport, alors c'est nos collègues de GRT Gaz qui assurent le transport, ou sur la distribution, où il y a le plus de risques, puisque c'est là où le gaz il est vraiment sous pression. Quand on parle beaucoup de gens, quand on installe une unité de méthanisation, ils ont peur, ils disent voilà, c'est une bombe potentielle, mais en fait pas du tout, puisqu'en fait le digesteur il n'est pas sous pression, il est juste à température, à pression atmosphérique ou légèrement au-dessus. Donc globalement, il n'y a pas de risque d'explosion. Alors que dans nos canalisations de gaz, que ce soit les nôtres, on peut monter jusqu'à 16 bars. Donc là, on a beaucoup plus de risques. Et vous en avez là devant, voilà, vous en avez partout. Et sur le transport, c'est encore des pressions plus élevées. Donc autant dire, c'est une technologie qui est maîtrisée. On ne dit pas qu'il n'y a pas de temps en temps des incidents, mais globalement qui est très maîtrisée. Et donc il y a relativement peu de risques. Alors là, on a vu qu'on pouvait utiliser ce gaz avec les réseaux existants. Quand on n'a pas de réseau de gaz existant et qu'on est à proximité, Nicolas Brésia de Sublime Énergie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Oui, tout à fait. Donc, Sublime Énergie, nous, on est une start-up deep tech et on développe justement une technologie de biogaz porté. Donc, en gros, cette techno permet d'aller au-delà des réseaux. Alors, notre ambition, finalement, elle est de permettre de donner accès à la méthanisation au plus grand nombre, à l'ensemble des agriculteurs, ou même toutes les petites stations d'épuration qui couvrent le territoire. Idéalement, il y a un gisement d'énergie ici considérable qui serait vraiment dommage, surtout dans le contexte actuel, de ne pas exploiter. Par contre, il se trouve que ces exploitations agricoles, ces petites stations d'épuration sont souvent trop petites ou trop éloignées des réseaux pour qu'on puisse les raccorder, pour qu'on puisse justifier les investissements relativement importants que sont les systèmes d'épuration. Et c'est là qu'on intervient. Nous, on développe une solution de portage grâce à une technologie unique au monde qui a été développée à l'École des mines de Paris qui permet la liquéfaction du biogaz. Donc, comme ça a été expliqué plus tôt, le biogaz, c'est ce mélange CH4-CO2
Et l'état de l'art antérieur nous disait que c'était impossible de liquéfier le biogaz, puisque lorsqu'on essaye de le refroidir, vous allez former de la neige carbonique et vous vous retrouvez avec quelque chose de solide dont on ne sait rien faire, qui va obstruer tous les équipements. Donc nous, on a une techno qui nous permet de liquéfier ce biogaz. Et à partir de cette technologie innovante, on a imaginé une nouvelle proposition de valeur, un nouveau service. Je vais faire une analogie. Lorsque vous êtes agriculteur, que vous avez des vaches qui font du lait, tous les 3 jours, il y a le camion de la laiterie qui vient chercher le lait et qui emmène ce lait à la laiterie dans lequel on va faire tous les traitements. On va récupérer le lait auprès de 10, 15, 20, 30 fermes et on va faire tous les traitements pour transformer ce lait en fromage et puis le vendre à Carrefour qui va vous le vendre. Nous, on veut faire un peu la même chose, mais pas avec du lait, avec du biogaz. Voilà. Donc, on imagine donner accès ainsi à la petite méthanisation à tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui ont des ressources, aimeraient transformer leurs déchets pour générer des revenus. Ils vont pouvoir installer des méthaniseurs, on va installer des liquéfacteurs de biogaz à côté de ces méthaniseurs et on va venir collecter ce biogaz, l'emmener dans ce qu'on appelle un hub où on va collecter, on est vraiment dans une logique d'économie circulaire, hein. L'idée c'est de collecter le biogaz, on va dire, dans un rayon de 20, 25, 30 km à la ronde. Et tout ce biogaz, on va pouvoir mutualiser les équipements les plus onéreux d'épuration pour pouvoir récupérer d'un côté le biométhane et de l'autre côté le CO2 qu'on va vouloir valoriser aussi. Alors le biométhane, on peut en faire plusieurs choses. On peut évidemment l'injecter dans les réseaux de GRDF ou de GRT Gaz. On peut aussi en faire du carburant pour alimenter. Vous avez vu peut-être à l'entrée les véhicules, les tracteurs ou les bus qui tournent maintenant au bio-GNV. Et on a donc un deuxième produit qui est le CO2. Alors on peut se demander, mais tiens, à quoi ça sert d'avoir du CO2 ? Mais c'est quelque chose de très intéressant. Bon, déjà, le CO2, c'est un gaz industriel qui est aujourd'hui utilisé, et on a quand même plutôt intérêt à utiliser ce CO2 qui est d'origine biogénique plutôt que d'utiliser du CO2 qui est fossile. Il ne faut pas oublier, si on remet tout le cycle entier en tête, que grâce à la photosynthèse, le CO2 a été capté dans l'atmosphère. Les plantes, on les a mis finalement dans le méthaniseur. On a récupéré ce CO2 via notre procédé ou un autre. Et donc, on peut utiliser comme ça, même si on relâche ce CO2, je veux dire, le bilan global est nul. On ne vient pas ajouter du CO2 supplémentaire dans la chaîne. Donc ce CO2, il peut substituer à des usages industriels actuels à du CO2 fossile. Et demain, grâce à notre procédé, le CO2 il sort à l'état liquide, on peut facilement le transporter. Donc on va pouvoir le valoriser pour le stocker, par exemple, le séquestrer ou l'utiliser comme matière première pour de la chimie verte, puisque demain, il faudra de toute façon faire nos produits chimiques avec autre chose que du carbone qui vient du pétrole. Voilà. Donc on crée cette double filière de transport, de biogaz porté, et ça nous offre 2 filières derrière de matières premières renouvelables à haute valeur ajoutée. La technologie, elle en est où aujourd'hui chez Sublime Énergie? Vous avez des projets? Vous avez déjà essayé? Oui, alors on a créé la start-up en 2019. On a fait un proof of concept, donc vraiment à l'échelle labo dans un tout petit réacteur. On a démontré le phénomène physique de liquéfaction de ce biogaz. Et la liquéfaction, elle est intéressante, je ne l'ai pas dit, parce qu'elle permet de réduire les volumes du gaz. Le gaz, ça prend énormément de place. Donc si on veut vraiment réduire les volumes, on peut le liquéfier. Ça permet donc de réduire les coûts de transport. On est actuellement en train d'assembler un démonstrateur qui est installé au centre d'efficacité énergétique des systèmes de l'école des mines de Paris à Palaiseau. C'est un gros démonstrateur, il fait 12 mètres de haut. On est vraiment en train de l'assembler, de le raccorder en ce moment, et on devrait appuyer sur le bouton on faire mi-mai, fin mai. Et il va être capable de traiter 30 normomètres cubes de biogaz. On va faire toute la chaîne, je dirais, de liquéfaction de ce biogaz. Et puis derrière, on a notre système propriétaire d'épuration qui nous permet d'amener le biométhane à la composition souhaitée, et le CO2 également, et de recycler les éléments qu'on a utilisés pour la liquéfaction. Voilà.
Je voulais juste rajouter quelque chose. Ce qui est important, je ne sais pas si vous voyez, dans ce que propose Sublime Énergie, c'est qu'on a un enjeu sur la production de biométhane. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est les solutions de traitement de biodéchets. Une grande partie des déchets qu'on a évoqués, c'est des déchets créés par les populations. Donc là, c'est plutôt dans les zones urbaines, c'est là où on va consommer du gaz. Mais un gisement encore plus important, c'est les déchets de l'agriculture. Et ça, c'est pas dans les zones urbaines, donc c'est pas forcément là où on a des réseaux de gaz. Donc d'essayer de trouver des solutions performantes pour transporter ce biogaz sur des zones de consommation, c'est très intéressant. Donc là, on était sur des traitements organiques de déchets organiques, de valorisation. Tout à l'heure, Vincent, vous avez parlé aussi des eaux usées. Chez Veolia, comment ça se passe? Comment on peut valoriser nos eaux usées? Alors, les eaux usées, en fait, elles commencent déjà par les tuyaux qui vont emmener tout ça aux stations d'épuration. Et en fait, on est capable déjà de récupérer la chaleur qui se trouve dans les eaux usées, puisqu'elles sont très constantes, à 12-15 degrés tout au long de l'année, quelle que soit la zone de la France. Et on est capable de récupérer cette chaleur-là pour aller chauffer des bâtiments, pour aller chauffer des piscines. Le dernier projet en date, on vient de le concrétiser avec ici les Moulineaux, sur un projet de nouveau écoquartier avec plus de 150 000 m² de bâtiments qui vont être chauffés exclusivement avec les eaux usées. Et alors, comme en été, on a plutôt envie d'avoir du frais que du chaud, ce système, c'est des systèmes de pompe à chaleur qui vont être réversibles. Et à l'inverse, pendant l'été, on va enlever les calories qu'il y a dans les bâtiments pour aller les mettre dans les eaux usées. Voilà, donc ça, c'est déjà, donc ça va nous permettre de rafraîchir les bâtiments juste en jouant avec ce tampon que sont les eaux usées en termes de température. Et puis les eaux usées, tout ça, elles arrivent dans des stations d'épuration. Et ces stations d'épuration, c'est finalement des unités de traitement qui elles-mêmes produisent leurs propres déchets. On appelle ça des boues de stations d'épuration. C'est la biomasse qui est issue du traitement. Et c'est de la matière organique. C'est les biodéchets que vous mettez dans vos poubelles, mais issus des eaux usées. Et de la même manière, on va pouvoir produire, à travers le phénomène de méthanisation dont vous êtes désormais des experts, du biogaz qui va pouvoir être transformé de différentes manières. Voilà. Donc sur les eaux usées, en fait, vous avez possibilité de produire de la chaleur, vous avez possibilité de produire du gaz, et c'est déjà des sites, quelque part, on en est un petit peu plus loin que le proof of concept. C'est effectivement quelque chose qui est mature, on a plus d'une 50aine de références aujourd'hui sur les stations d'épuration. Nos concurrents font tout aussi bien, en tout cas se démènent tout aussi bien pour en construire de la même manière. Donc c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de mature. Typiquement, Angers, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais cette énergie que l'on va produire, ça représente quoi par rapport aux besoins de la collectivité? Sur la station d'épuration d'Angers, on va produire une quantité de biométhane qui va nous permettre d'alimenter l'équivalent de 50% de la flotte de bus de la collectivité. Donc on n'est pas sur quelque chose d'anecdotique. Voilà, quand on parle de quantité d'énergie produite par les eaux usées ou toute autre méthanisation, on est vraiment sur des choses vraiment significatives. Et quand on déroule sur Angers, en fait, on est allé un tout petit peu plus loin, puisqu'on a utilisé la chaleur des eaux usées pour chauffer le digesteur, puisque si vous vous souvenez, il faut que ce soit maintenu à 37 degrés. Et en fait, cette chaleur des eaux usées, avant, pour chauffer le digesteur, on utilisait une partie de l'énergie, du biogaz qui était produite pour chauffer le digesteur. En fait, cette énergie va devenir disponible pour aller dans le réseau de gaz. Donc on va augmenter la quantité d'énergie qui va être valorisée sur le réseau de gaz et derrière utilisée dans le réseau de bus urbain. Puis après, on a des projets un peu plus avancés ou un peu plus innovants. Le biogaz, on peut aussi le transformer directement en hydrogène, à travers ce que les gaziers, les énergéticiens connaissent bien, le phénomène de vaporoformage. Donc on va directement transformer, non pas le gaz naturel en l'occurrence, mais le biogaz, en hydrogène. Et un petit peu comme disait Laurent, ce qui est important en fait, c'est d'avoir l'histoire jusqu'au bout. Parce que là, vous allez vous dire, ah, l'hydrogène, c'est fantastique. Voilà. Mais en fait, il y a toujours deux questions à se poser quand on fait des projets de cette nature, enfin hydrogène ou autre d'ailleurs. C'est pourquoi ? Donc il nous faut bien des usages. Et en l'occurrence, cet hydrogène, l'objectif, c'est de le lier au projet de la collectivité qui a envie de transformer son port. C'est un projet qui est près de Toulon. Son port et donc transformer le port à zéro émission à travers des projets d'hydrogène. Donc c'est vraiment avec un usage local qui est fléché.
produire de l'hydrogène sans usage, ça ne sert à rien. C'est la même chose pour tous les produits. Et c'est important aussi de regarder, quand on fait quelque chose, l'ensemble des impacts. Et quand on va vaporoformer le gaz naturel, on a les mêmes problèmes, le biogaz, pour produire de l'hydrogène. On a le même problème, entre guillemets, que quand on va faire du vaporoformage de gaz naturel, on va émettre beaucoup de CO2. Et donc, si on ne réfléchit pas jusqu'au bout à se dire mais qu'est-ce qu'on fait de ce CO2, finalement, on va peut-être avoir une solution qui est, en termes d'impact global, moins pertinente que la solution de base où il n'y avait rien. Et donc sur ce projet-là, on a mis en place un système de captation du CO2 à travers des algues. Et vous allez me dire, mais oui, mais vous en faites quoi de ces algues? Parce que, allons jusqu'au bout. Les algues, finalement, elles peuvent être utilisées de deux manières. Soit pour de la nourriture pour animaux. C'est la solution la plus simple. Mais l'autre chose qu'on essaye de regarder, c'est si ces algues, un petit peu retravaillées, ne peuvent pas venir réalimenter le méthaniseur pour devenir de la matière organique qui va elle-même venir améliorer la performance de la méthanisation. Voilà. Donc on est là sur des projets dont la maturité est un petit peu plus faible que des projets à 50 duplicables, industrialisés et sur lesquels on est en train de travailler. Mais l'enjeu, c'est vraiment là de pousser un petit peu la transition énergétique dans tous ces recoins. Alain Chamard, là, on parle quand même d'innovation quelque part avec ces utilisations avec des algues pour faire des aliments pour les animaux. Est-ce qu'il y a d'autres cas concrets très innovants dont on peut parler, peut-être même dévoiler? Parmi les projets qu'on travaille là-dessus, c'est dans le même esprit, c'est de pousser vraiment aussi la valorisation de biomasse par la méthanisation jusqu'au bout. Donc on a parlé de CO2 pour produire des microalgues. Nous, le projet qu'on clôture actuellement, c'est pour utiliser le digesta. Qui pose il y a des fois des problèmes s'il n'y a pas assez de surface, par exemple d'épandage. Et l'idée, c'est d'ouvrir aussi ou de créer un produit à haute valeur ajoutée qui peut aussi renforcer comment on peut dire, la rentabilité économique des projets. Donc l'idée, c'est on prend le digesta, après une étape de séparation de phase, nous on s'intéresse à la fraction liquide du digesta, on alimente un photobioréacteur pour produire des microalgues. La finalité, c'est aussi, comme Vincent a dit, l'objectif de notre projet qui sera clôturé d'ici fin de l'année, c'est pour produire une alimentation animale pour un coopératif qui a déjà un site de méthanisation, qui travaille déjà sur l'élevage de porcs. Donc l'idée, c'est aussi renforcer ce modèle d'économie circulaire. Ça, c'est quelque chose qu'on croit qu'il va donner une autre exutoire de ce digesta dans des zones où le digesta pose problème. Après, il y a tout ce qui est au niveau innovation. Il y a toujours des travaux sur tout ce qui est pré-traitement pour augmenter la production, mais même aussi des post-traitements pour améliorer la qualité. Donc on a parlé au niveau de biogaz, mais après aussi il y a des fois des substrats qui ne sont pas méthanisables. Et là on travaille parmi les sujets, c'est sur une technologie qui s'appelle la gazification hydrothermale. L'idée maintenant, c'est avec la GRT Gaz et aussi Veolia et GRDF, ils participent dans un groupe de travail qui est porté et piloté par GRT Gaz. L'idée, c'est aussi de produire du CO2, du CH4 et aussi de l'hydrogène par des produits qui sont peu ou pas méthanisables. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Après, on ne peut pas tout dévoiler maintenant, mais l'idée toujours, c'est de pousser les barrières sur les cycles de valorisation de biomasse pour maximiser la valeur ajoutée des procédés de valorisation. Laurent, de votre côté, est-ce que vous avez aussi des innovations dont on peut parler sur différents territoires ou en tout cas sur des matières qui sont utiles? Oui. Alors déjà, je voudrais revenir en arrière. Ce que vous voyez qui est, je trouve, assez intéressant sur le biométhane, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie filière française d'acteurs, à la fois sur des technologies matures, parce qu'on a à peu près 400 sites, un petit peu moins de 400 sites qui injectent du biométhane dans les réseaux de gaz, donc beaucoup plus en cogénération. Les premiers sites, c'était plutôt des technologies allemandes, et après, en raison de la spécificité du modèle français, où on était plutôt sur des solutions de traitement de déchets, il y a des technos françaises qui sont développées.
Du coup, on a des leaders français, voire européens, voire mondiaux sur certaines technologies. Donc là, sur des sites matures, on voit qu'il y a de l'innovation qui arrive sur différents sujets et qu'il y a beaucoup de startups français. Donc c'est vraiment, je pense que dans toutes les énergies renouvelables existantes, c'est un des rares secteurs d'activité où on a vraiment des leaders français qui sont des leaders mondiaux du secteur. On est en avance, quelque part. On est en avance. C'est des technos qui sont ça génère des emplois en France. C'est des technos qui s'exportent. Donc voilà, je pense que c'est une filière qui est plutôt exemplaire de ce côté-là. Ensuite, comme l'a évoqué, c'est que sur cette logique de production de gaz renouvelable, on a aussi des gaz de deuxième génération. A commencé à en parler, c'est-à-dire c'est la gazéification. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la méthanisation, on s'intéressait plutôt à la partie fermentescible, plutôt à la partie liquide, et on est aussi capable de faire du gaz renouvelable avec la partie solide, c'est la gazéification. Il y a un premier démonstrateur, il y a un démonstrateur qui a été fait pas très loin d'ici, qui était porté par Engie, qui s'appelle Gaia, qui visait à faire un gaz de synthèse qui s'apprend à du gaz naturel à partir de plaquettes forestières. Alors, plaquettes forestières, c'est pas un déchet, mais cette même techno, elle peut être transposée sur des gisements de bois de récupération, des bois de déchetterie qui ne pourraient pas être valorisés autrement. Voilà, on voit, comme l'a évoqué Amr, il y a la gazéification hydrothermale, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des effluents qu'on n'est pas capable de traiter, notamment ça va être le cas par exemple sur des bouts de stations d'épuration dans des zones urbaines qui sont fortement polluées, donc qui ne peuvent pas retourner au sol. Là, il y a des solutions qui sont en train d'émerger pour pouvoir traiter ces bouts de stations d'épuration et faire un syngas. Donc ce syngas, là, on n'est plus sur du méthane pur, on est sur un mélange d'hydrogène, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone. Donc on peut avoir plusieurs voies de valorisation. On peut avoir la voie de valorisation hydrogène, mais on peut aussi avoir la voie de valorisation méthane en recombinant l'hydrogène avec le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone pour faire du méthane de synthèse. Donc on voit qu'on est à la croisée de plusieurs chemins avec à la fois plusieurs types de gisements, mais à chaque fois qui répond à des enjeux de société plus larges que la production d'énergie, et après plusieurs énergies derrière qui sont elles-mêmes différents vecteurs pour adresser différents enjeux de société. Alors, ça a l'air assez vertueux. On voit que toutes les possibilités là, qui ont été évoquées sont plutôt vertueuses. On est dans un schéma d'économie circulaire. Ça a l'air en fait assez simple comme ça quand on en parle et évident. Mais est-ce qu'il y a quand même des freins dans la globalité des projets ? Alors clairement, là, ce que vient d'évoquer sur la gazéification. Alors déjà, sur la méthanisation, le premier frein, c'est l'acceptabilité locale. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais dès qu'on a des projets de méthanisation qui émergent sur des endroits, on sent qu'il y a une crainte des riverains. Alors souvent, nous, côté GRDF, on essaye de lever ces craintes en organisant des visites sur des sites de méthanisation, parce que c'est souvent, d'ailleurs, la remarque des personnes, c'est-à-dire des projets qui ont émergé malgré un petit peu un vent d'opposition. Notamment, par exemple, il y en a un pas loin d'ici, c'est à Aprieux, dans l'Isère. Le maire était contre, le conseil municipal était contre, et là, 2 ans après, en fait, lors d'un témoignage, le maire d'Aprieux a dit maintenant on est fiers de notre unité. C'est-à-dire qu'on est passé on était opposé à ce projet, maintenant il y a une certaine fierté d'avoir ce projet de méthanisation sur notre territoire parce qu'il ne génère pas de nuisances et on sait qu'on produit un gaz local et qui vient en substitution par rapport à justement des problématiques de gaz importés. Donc une certaine fierté du territoire sur ce projet. Donc là, le premier frein, je dirais, c'est l'acceptabilité. Après, sur les technologies nouvelles, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que, on en parle, on fait des promesses, mais ça reste comme des technologies innovantes. C'est des technologies qui existent sur d'autres applications, mais qui n'ont pas été totalement encore testées sur un site industriel sur la durée. Donc voilà, il y a eu un cas en Suède, Gobigaz, pour la gazéification, mais voilà, c'est des technologies qui nécessitent quand même un peu de rodage, donc qui ne sont pas pour tout de suite, mais
qui arrive bientôt, puisque des développeurs, des investisseurs sont en train de se mobiliser sur ces sujets et commencent à investir dans des projets. Chez Veolia, Vincent, est-ce que aussi vous avez des freins à lever quand vous avez un nouveau projet, un écosystème à mettre en place dans valorisation des déchets? Alors, quand on gère des déchets, on a de la chance, on est déjà sur un lieu de nuisance. Et donc, quelque part, quand on vient mettre des projets qui vont réduire les nuisances, globalement, on est plutôt bien accueilli. Donc ça, c'est le côté positif. Donc sur des stations d'épuration où les gens se disent, à tort ou à raison, ça sent pas bon, la méthanisation va venir réduire les odeurs, en fait, en détruisant une partie de la matière volatile. Sur des déchets, sur des stockages de déchets où on va capter le méthane pour le valoriser plutôt que de le brûler, finalement, plutôt que de voir une torchère de manière continue, on va avoir disparaître quelque chose. Donc ça, c'est plutôt les côtés positifs. C'est plus discret finalement. C'est plus discret et on n'est pas sur un endroit comme sur les sites agricoles où tout d'un coup, on part d'un champ et puis vous allez avoir un site industriel qui va venir. Voilà, donc la perception n'est pas tout à fait la même. Et donc on part pas tout à fait du même endroit. Nous, les freins que l'on va voir vont plutôt être sur des freins qui peuvent être réglementaires. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, par exemple mélanger les déchets des collectivités entre eux, c'est pas si simple que ça, pour des raisons plus ou moins justifiées. En tout cas à nos yeux, voilà, les déchets de vos poubelles, on ne peut pas les mélanger avec les déchets qui vont dans les eaux usées. Pour autant, j'ai un peu de mal à voir si vous êtes capable de me garantir qu'à aucun moment, vous allez, quand vous avez fait la cuisine, peut-être mis quelque chose dans l'évier, qui lui-même va se retrouver dans les eaux usées. Voilà, donc on a des petits débats un peu comme ça, réglementaires encore à pousser. Et puis après, on a un certain nombre de leviers technologiques. Voilà, ça c'est le propre de toute filière sur lesquelles on va apprendre en marchant. Et puis dans 5 ans, on se retrouve et on aura fait des grands pas. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Vincent, parce que je pense qu'effectivement, on a quand même un frein. Alors c'est vrai que j'étais plutôt sur la techno, parce qu'on était sur l'innovation, mais le frein réglementaire est quand même assez conséquent, malheureusement, dans notre pays. Un projet qu'on évoquait, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Veolia, mais je crois que c'est le projet Veolia, mais je ne suis pas sûr à 100%, mais un projet qui prévoit d'injecter sur un même endroit un méthane issu de méthanisation et un méthane de synthèse qui est issu d'une autre voie de valorisation. L'État, pour le moment, est dans une position de refus. Alors qu'il faut savoir que nous, avant d'injecter, enfin quand je dis nous, c'est les gestionnaires de réseau, GRDF, GRT Gaz, nous, avant d'accepter un méthane dans le réseau, on va le contrôler pour s'assurer qu'il est aux spécifications. Donc théoriquement, le méthane est bon, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des contraintes réglementaires qui font qu'on ne peut pas injecter ce méthane qui théoriquement est bon dans le réseau. Enfin, je ne veux pas en faire une polémique parce que ce n'est pas le but, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des freins réglementaires à lever, des fois qui ne sont pas forcément justifiés par des craintes apparemment rationnelles. Alors, je rajouterai un dernier point. Comme on est sur un certain nombre de filières, même si elles sont matures, ça n'a finalement qu'une dizaine d'années d'injecter du gaz de synthèse dans le réseau de gaz naturel. On a aussi un certain nombre de cadres de soutien financier auxquels vous et moi participons indirectement. Et donc effectivement, on a aussi des règles du jeu qui ont régulièrement changé et qui ont besoin de stabilité. Une fois que les règles du jeu sont connues, finalement, ça nous permet de nous projeter. Et finalement, ce qui est le plus difficile pour des industriels, c'est, alors évidemment, plus le niveau de soutien sera important, plus on sera content. Mais au-delà du niveau de soutien, c'est surtout que les règles du jeu ne changent pas régulièrement. Une fois qu'elles sont posées, qu'elles ont été définies, que les acteurs se sont définis avec l'ensemble des parties prenantes ce que doit être un process, une fois que l'État a défini sa trajectoire budgétaire, c'est surtout qu'on n'en change pas tout le temps parce qu'effectivement, quand on porte un projet, c'est très difficile de venir voir alors, soit une collectivité, soit une banque pour lui expliquer 6 mois ou 1 an plus tard que ce qu'on lui avait proposé finalement est un peu différent parce que les règles du jeu ont changé. Voilà. Et donc, on va, je pense, aboutir à quelque chose de plus stable, mais la filière en a besoin pour pouvoir se projeter
Et comme disait Laurent, voilà, vraiment, on a cette chance-là d'avoir une filière industrielle autour de ces process-là, et donc de pouvoir pérenniser des emplois qui peuvent être sinon un petit peu... voilà, c'est difficile d'investir si on ne sait pas trop comment se projeter dans l'avenir. Merci. On arrive au terme du temps de cette table ronde. On a 1 minute. Donc je remercie nos invités. Et puis on peut peut-être prendre une question s'il y en a. Sinon, on clôturera ce moment. Oui, monsieur ? Sur la méthanisation, eu égard aux 10 ans d'historique dont vous parliez, à ce stade où nous en sommes, vu le parc installé de méthaniseurs, est-ce qu'on est dans une situation où la disponibilité dans les méthaniseurs, ils ne sont pas saturés, ou au contraire, il y a trop de boue, trop de soupe disponible sur le marché et ils sont complètement saturés? Quel est le rapport entre l'offre et la demande des capacités installées actuellement? Alors en fait, les déchets existaient avant la méthanisation. Donc en fait, on avait déjà des filières de traitement existantes avant. Quand je dis les déchets, c'est aussi vrai pour les produits agricoles, les fumiers, les produits de CS ou produits céréaliers, et ainsi de suite. Donc en fait, aujourd'hui, on n'a pas de saturation, on a plutôt un manque d'installation, puisqu'effectivement les déchets existaient. On en a un certain nombre qui sont aujourd'hui, qui passent à travers cette filière de méthanisation, mais il en reste beaucoup. Aujourd'hui, on doit traiter quelques pourcents de la matière organique à travers la méthanisation. Donc en fait, pour vous donner la trajectoire, on doit produire aujourd'hui 5 TWh à peu près de gaz, pour une consommation globale en France à peu près de 400 ou 500, donc on va dire qu'on fait un gros pourcent. Les projets existants, c'est 5. Les projets qui sont dans le pipe et qui sont déjà programmés quelque part et dont on connaît l'histoire, s'ils arrivent tous au bout, c'est passé de 5 à peu près à 25. Donc on va faire x5, et ça dans un pas de temps de 5 ans. Donc ça, c'est quand même... finalement, on va passer à 5, 6, 7%. Et ça, les 25 TWh, ça représente à peu près... Le gisement global de la méthanisation, il est évalué 120 à peu près à 120, donc ça fait encore 1/5 de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Donc il y a un potentiel clairement. Juste si on prend le cas spécifique des déchets, de mémoire, le PRPGD, alors c'est un terme un peu barbare, hein, mais le plan de réduction, le plan de le plan déchets régional. Estime à peu près 100 000 tonnes, à peu près, la quantité de déchets des activités économiques. Je pense que moins de la moitié sont traités dans la région. Donc plus de la moitié sortent de la région pour être traités. Et ça, c'est sans compter les obligations de tri à la source qui sont en train de se mettre en place, qui devraient doubler ce potentiel-là. Donc on voit clairement que actuellement, la capacité de traitement, elle est inférieure aux besoins. Et en plus, si je fais une extrapolation en regardant vers le sud, la région sud, eux, ils produisent beaucoup de déchets aussi parce qu'ils ont beaucoup de population. Ils ont encore moins de capacité de traitement que la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc clairement, on a une problématique, au moins dans ce quart sud-est, de problématique de traitement de déchets. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres régions en France qui soient vraiment à la saturation de leurs moyens de traitement. Pas encore. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.